Bonjour, bienvenue dans notre podcast Un verre bien tendu. Aujourd'hui, on est chez un grand vigneron de Coulanges-la-Vineuse qui s'appelle Steve Le Moule, donc c'est le domaine Le Moule. Et on est enchanté de te rencontrer, Steve. Du coup, on parlait tout à l'heure par rapport à la vendange. Comment tu vois la vendange cette année pour toi? Est-ce que les conditions sont bonnes? Alors, la vendange cette année, ça a commencé avec une fleur compliquée, puisque on a eu beaucoup d'eau, un excès d'eau au niveau de la fleur, donc on a un petit peu de coulure, ce qui fait qu'on va faire quoi? On va perdre 40% de la récolte. Par contre, j'ai eu, on va dire, à la fois la chance de pouvoir intervenir correctement dans mes vignes. J'ai eu la chance d'avoir eu moins d'eau, j'ai envie de dire, que le chablisien, et de pouvoir intervenir dans mes vignes en temps et en heure. Ce qui fait que on a très peu de mildiou, voire même pas. Donc voilà, j'ai quand même une belle récolte en termes de qualité. Normalement, ça s'annonce. Je vois que la semaine prochaine, il va faire froid, mais la semaine d'après, c'est reparti sur du beau temps. Donc, je pense entre le 25 et le 30, je vais pouvoir commencer à vendanger. Alors justement, tu parlais des conditions que tu avais eues qui étaient plutôt bonnes. Et comment tu expliques que Coulanges, par rapport à Chablis, bénéficie d'un climat qui est un peu moins pluvieux? Eh ben, on peut l'expliquer. On peut dire qu'on a un microclimat à Coulanges parce que on est entouré d'un bois qu'on appelle le bois de la Conge, qui va casser tous les nuages qui viennent d'ouest. Ils vont faire un effet d'aspiration comme ça qui contourne le village. Et souvent, nous, on a les queues d'orage. Donc, ces nuages vont avoir tendance à traverser ensuite Lyon, puisque nous, on est le versant ouest de Lyon et Chablis le versant est. Les nuages traversent le Lyon et puis il va s'accumuler autour de Chablis. Alors, c'est vrai qu'eux ont souvent beaucoup plus d'eau que nous. Mmh. Et après donc, tes fermentations, les vendanges, tu vas les commencer donc à partir de quel moment? Alors moi je pense les commencer à partir du moment où le pH il est correct pour moi, qu'il soit en cohérence avec mon sol. Donc c'est-à-dire que quand je dis ça, c'est-à-dire que j'ai un sol qui va donner plutôt des vins assez gourmands. Donc il faut absolument que je vendange mes raisins à un pH aux alentours de 3, voilà, ça serait top. Le souci de vendanger à ces pH assez élevés, donc ça veut dire à des acidités un petit peu basses, j'ai des jus qui sont assez fragiles. Ce qui explique que je lutte contre l'oxydation en termes de travail. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du déroulé de tes vendanges au domaine? Oui, alors du coup, les vendanges, elles se passent plutôt de nuit. J'ai la journée, le ramassage se passe de nuit, mais la journée, j'ai une équipe de vendangeurs qui trie directement dans la vigne, qui trie les raisins qui sont un peu moins mûrs, les raisins abîmés. Voilà, on fait tomber par terre. Et le soir, à partir de 1h du matin, on passe avec la machine jusqu'à 8-9 heures du matin. Voilà, et on ramasse. L'idée, c'est le fait de ramasser la nuit, ça permet de limiter l'oxydation. Et puis aussi de pouvoir rentrer l'ébène le plus rapidement possible et les mettre à l'abri de l'oxydation le plus rapidement possible au domaine. Ça c'est très important. Et puis ensuite, voilà, ça c'est la période de ramassage. Comme j'ai expliqué, je passe juste la journée avec une équipe de vendangeurs où on trie et le soir on ramasse. Voilà. Mmh. La nuit, pardon. Oui, la nuit. Non, j'allais demander du coup combien vous êtes pour tout ça. Alors la journée, on est une dizaine à peu près de vendangeurs qui juste seulement les sécateurs. Pour une surface de 25 hectares. Pour une surface de 25 hectares, en fait des vendangeurs la journée juste avec des sécateurs vont faire à peu près 2 à 2 hectares et demi à nettoyer. Voilà. Donc nous le soir c'est ce qu'on ramasse. On va ramasser 2 hectares et demi. Donc voilà, il me faut une bonne dizaine, voire 10-15 jours pour ramasser tous mes raisins sur 25 hectares. Mmh. Et du coup, tout à l'heure, tu nous as fait visiter ton chai sur lequel on a pu voir que tout était prêt, tout était paré pour recevoir la récolte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes particularités par rapport à la vinification? Oui, bien sûr. Alors la vinification, c'est déjà dès l'arrivée du raisin en cuve, il est immédiatement protégé, refroidi s'il en a besoin.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit au moins en dessous de 15 degrés. Le plus près de 10, ça serait le top. Mais il faut qu'il soit pas au-dessus de 15. Parce que je vais faire une macération à froid de 5 jours. Entre 5 et 6 jours. Pendant lequel mon vin va prendre de l'onctuosité. Et va prendre du fruit et de la couleur. Donc c'est très important pour moi de faire cette macération à froid. Alors quand je dis à froid, hein, c'est pas trop froid non plus parce qu'il faut pas annihiler les bactéries qui vont transformer mes petits sucres en acides gras. Il faut que ça soit faut que ça soit au-dessus de 10, mais il faut que ça soit en dessous de 15. Voilà. Ouais. Voilà la marge pour que ça travaille correctement. En dessous, finalement, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, la vie organique n'est pas suffisante, c'est pas tellement bon pour le vin, et au-dessus, finalement... c'est le risque de départ en fermentation, que je peux plus maîtriser alors. Parce que là, l'idée, c'est surtout que ça parte pas en fermentation, sinon, c'est les levures qui prennent le relais, et les petites bactéries qui transformeraient les sucres en gras, elles ne travaillent plus. C'est les levures qui prennent le relais. Donc, il faut absolument que je sois entre 10 et 15 degrés pour faire cette macération à froid. Ensuite, je lance la fermentation grâce à un pied de cuve que j'avais au préalable travaillé. Un pied de cuve. Pour une cuve, par exemple, de 60 hectos, j'ai 1000 litres à côté. Oui, c'est la cuve qu'on a vue tout à l'heure, sur laquelle tu m'expliquais justement que tu gérais la fermentation par le biais de cette petite cuve qui est finalement celle qui va contaminer l'ensemble des cuves quand tu auras besoin de redéclencher ou de déclencher ta Exactement. Voilà, c'est le principe. Et après, pendant la vinification, je vais utiliser mes levures qui vont me donner, qui vont produire de la chaleur. Cette chaleur, elle va être très importante parce que c'est celle qui va m'aider à extraire la matière de manière douce. Puisque, en fait, j'ai réduit considérablement les pigeages. Ce qui est, en fait, pour moi, c'est un espèce de matraquage de la vendange. J'ai remarqué que quand on faisait ça dans le temps, on avait des vins avec un peu d'astringence, avec même beaucoup d'astringence. Et le fait d'extraire la matière de manière douce par la température, on n'avait que le côté chaleureux en fait du vin, l'onctuosité, la souplesse et le côté velours en fait du vin. C'est ça que je vais chercher. Tu pourrais expliquer davantage ce que tu attends de tes vins, ce que tu essayes de viser Alors j'ai fait une première constatation quand je me suis installé dans les débuts, c'est que le vin qui était fait ici, en fait, me plaisait pas. Je le trouvais acide, astringent, amer, avec de l'amertume. Alors, pour avoir ma direction, il a fallu déjà que je fasse une étude de mon sol et de goûter mon sol. Quel était mon sol? Et j'ai remarqué que notre sol, à Coulanges, il était à 80%, je dis pas à 100% comme ça, mais à une grosse majorité, avec des terres profondes. Donc plutôt marne et argile, et qui vont, si on devait goûter ces terres-là, on aurait un goût de terre dans le mou du palais. Donc mes vins, en fait, mon terroir, c'est ça, il va se fixer dans le mou du palais. C'est des vins gourmands. Donc si je récolte des raisins acides, je vais pas faire un super vin, puisque le combo acidité et gourmand, ça va pas du tout ensemble. Vous allez avoir l'acidité qui va rester dans votre mou du palais, qui va être comme une pointe, comme une flèche, qui va monter comme ça dans votre palais, et c'était atroce. On a vite fait de faire des vins, j'ai envie de dire, très médiocres en fait. Si on gère pas, on bascule directement de l'autre côté. On fait vite un vin médiocre. Donc il faut absolument faire attention aux acidités, parce que nous, notre terroir, il trompe pas. Hein. Il va te le mettre en valeur. Ouais. Donc ma première direction, c'était ça. C'était savoir que mon sol, il était plutôt gourmand. Donc je lutte contre l'acidité. Donc j'essaye de récolter des raisins moins acides, ce qui fait que en travail de la vigne, on essaye de moins produire. On essaye d'être en dessous du rendement requis, parce qu'on va chercher un peu plus la concentration. Qui dit concentration, on espère un peu plus de maturité, donc moins d'acidité et un peu plus de sucre. Et puis on tarde aussi pour aller vendanger. On ne va pas vendanger immédiatement. On prend des analyses. Alors mon process, c'est que je prends des analyses J1, je reprends des analyses dans les vignes J plus 5, et je regarde mon delta d'évolution des acidités, ce qui va me donner un aperçu de ma date de récolte. La courbe. Ouais. Voilà, de ma courbe.
Voilà comment je procède. Par rapport justement, pour essayer de bien expliquer à tout le monde comment tu procèdes et comment tu élabores tes choses, tu as donc 25 hectares qui ne sont pas tout à fait attenantes. Donc par rapport à ton terroir, tu m'expliquais tout à l'heure que tu avais une structure de sol assez profonde, ce qui t'obligeait pour certaines vignes en tout cas d'aller chercher une minéralité qui est vraiment plus dans la profondeur du sol, donc ces fameuses vieilles vignes. Oui. Est-ce que tu peux nous dire le type de cuvée, tes différentes cuvées? Oui. Alors effectivement, donc j'ai une grosse partie de jeunes vignes. Alors quand je dis jeunes vignes, elles ont une trentaine d'années de moyenne d'âge, mais comme mes terres sont profondes, avant d'avoir la roche-mère, si vous voulez, il faut, quand on parle de vieilles vignes chez nous, il faut que ça dépasse les 40 ans. Hein. Pour qu'il y ait vraiment un goût différent, que ça vienne minéraliser, que ça vienne un peu épicer les vins. Que la vigne atteigne la roche, justement, en question. Absolument, et que le pivot aille atteindre la roche-mère et les nappes phréatiques, là où finalement on a l'autre terroir, j'ai envie de dire, parce que le terroir, c'est un ensemble. Aussi bien la terre, c'est du terroir, et puis l'eau qui coule sur la roche-mère, c'est un terroir aussi. Mais les deux ensemble, grâce à ma vieille vigne, on fait quelque chose d'absolument magnifique. Vieille vigne qui a 70 ans, c'est ça? C'est ça, 70 ans. Et du coup, on arrive à extraire un petit peu d'épices, comme on a pu le ressentir tout à l'heure à la dégustation, c'est-à-dire un peu poivre, voire même piment d'Espelette, tu as pu le remarquer tout à l'heure. Mais on garde toujours ce velours et cette onctuosité. C'est ça qui est intéressant. J'ai les deux. Et à ce moment-là, finalement, en bouche, on a un vin qui est complètement complet, qui est plein. On a une bouche pleine. C'est-à-dire que le vin va se manifester à la fois devant et à la fois derrière en bouche. Donc plat en sauce, sans problème, des plats un peu plus travaillés, là, sans problème. Et justement, sur ces vieilles vignes dont tu parles, tu as distingué deux types de vieilles vignes, puisque pour que ce soit clair, tu as une cuvée qui s'appelle Petit Pierre. Oui. Donc là où on a pu goûter tout à l'heure justement avec cet arôme un peu de piment qui peut ressortir en finale qui est très intéressante. Oui. Et puis une autre cuvée complètement différente qui donne vraiment une personnalité différente. Et comment tu obtiens en fait cette différence? Quelles sont les raisons pour lesquelles Petit Pierre et Chanvant sont deux cuvées différentes? Alors Chanvant, ça a été une idée comme ça parce que Chanvant c'est la terre la plus pentue, la plus haute. Donc, ce coteau-là, si vous voulez, la profondeur de terre est beaucoup moins importante que sur le reste du vignoble. Là, il n'y a pas besoin d'attendre 70 ans pour que la vigne soit vieille. Au bout de 25 ans, ça y est, ça touche déjà Elle a atteint la roche. Ouais, ça touche déjà la roche. Alors là, pour cette partie-là, en Chanvant, je vais récolter qu'une partie de la vigne, c'est-à-dire je prends que la partie haute de la vigne. Le bas, elle reste mélangée avec mon vin traditionnel, mais toute la partie haute, elle est sélectionnée parce que je veux réellement faire une identification de terroir, c'est-à-dire avoir un sous-sol homogène. Si je prends, parce que c'est une vigne quand même qui fait 1 hectare, si je prends en haut à gauche le terroir et en bas à droite, il n'est pas le même. Donc j'essaie quand même de garder cette homogénéité, ce qui fait que je vais avoir une particularité. Ça va être difficile à copier. À cet endroit-là, il n'y a que moi qui pourra faire ce vin-là. À moins que je donne mes raisins à quelqu'un d'autre, il n'y a qu'ici que je peux faire ce vin-là. Et c'est pour ça que j'ai eu cet intérêt-là à faire ce vin. Et du coup, à chercher la concentration. Alors là, on taille beaucoup plus court. On cherche à faire que 30 hectos à l'hectare au lieu de 60 chez nous, qu'on a le droit. Là, je fais moitié récolte, c'est visé moitié récolte, parce que je cherche l'extrême concentration. Là, on fait un vin de garde. Voilà. Mais j'en produis pas beaucoup, hein. J'en fais à peine 4000 bouteilles par an. C'est une petite production qui va à une clientèle avertie. Oui, c'est le fameux futur grand cru dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Si un jour ça devait être classé, ça serait un grand cru, sans hésiter. Et je confirme d'ailleurs, ça se goûte très très bien. Ouais. Et tu peux nous parler de ce qu'on est en train de boire? Parce que pour le coup, cette fois-ci, c'est pas un vin que tu as choisi, ou du moins c'est le tien. C'est un vin expérimental. Un vin expérimental. Alors l'idée au départ, c'était d'essayer un vin en macération carbonique. Voilà, j'avais vu ça dans le Beaujolais. Ça se fait pas mal parce que en faisant cela, ils arrivent à avoir une complexité aromatique qui est assez intéressante. Alors ça, c'est fait sur du gamay, du cépage gamay, mais moi, j'ai voulu l'essayer sur le cépage pinot. Donc, j'ai préparé un petit pied de cuve
que j'ai lancé en fermentation dans une cuve. Et ensuite, quelques jours après, nous avons été récolter les raisins entiers, déposés soigneusement dans la cuve pendant 6 à 7 jours. On laisse comme ça. Donc, il se passe une réaction intrapelliculaire, protégée par la micro-fermentation que j'ai préparée au préalable. Donc, il s'est protégé de l'air, donc ça évite l'oxydation. Et la fermentation se passe gentiment dans les baies, à l'intérieur des baies. Donc, on a une première pré-fermentation, si on veut, à l'intérieur des baies, qui se retrouveront écrasées 5-6 jours après. La fermentation se passe habituellement, là, il n'y a rien à faire, à part faire des remontages et laisser faire. Et fin de fermentation, c'est soutiré. Et voilà, c'est mis en cuve. Pas d'élevage en fût, c'est juste en cuve. Et puis après, c'est filtré, mis en bouteille. Sur cette expérience que tu as faite, parce que c'est une cuvée qui date de la vendange 2022, oui. On en parlait tout à l'heure, et puis on l'a goûté, et on la goûte avec toi actuellement. Tu m'as un peu expliqué que finalement, dans cette expérimentation, au départ, c'était pas une bonne surprise. Pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, quand j'ai goûté mon vin sorti de vinification, j'ai dit ça, je le referai jamais. J'étais un petit peu dérangé par la râle, en fait. Parce que la vendange entière, la râle, ça donne quand même un goût assez herbacé. Et en fait, sorti de vinif qui est super présent. Et c'est ça qui m'a beaucoup gêné. Et qui restait, en plus, qui était persistant, qui a duré. Il y avait une espèce d'acidité comme ça, qui est restée pendant 2 ans, quoi. Et dernièrement, je l'ai ouvert, j'ai été surpris, comme si tout s'était adouci. Ça n'a pas disparu, ça s'est juste lissé, oui. Ouais. Et là, on se régale. Là, aujourd'hui, elle dégustait, c'est magnifique. Comme quoi, c'était une découverte pour moi. Donc, ça veut dire que là, en 2024, je vais le refaire. Ah, ouais, j'ai même pas fait en 2023 tellement j'étais déçu de 2022. Mais finalement, je me rends compte que je m'étais trompé. Comme quoi, vous voyez, on a même au bout de plus de 20 ans de travail et de métier, on apprend encore des choses. On n'arrêtera pas d'apprendre. Heureusement que c'est un métier finalement qui se transmet de père en fils et qu'il faut absolument profiter de l'expérience de nos anciens. Parce que sinon, on va faire que ça, de répéter les erreurs. Est-ce que tu as d'autres anecdotes comme celle-ci qui ont pu t'évoquer la surprise, qu'elle soit positive ou négative ? Alors, non. Vraiment, comme celle-ci, non. J'ai jamais eu de... En général, c'est vrai que ce qui m'arrive, je m'y attends, en fait. Ouais. Depuis le départ de mon travail dans les vignes, quand je travaille mes vignes, je sais ce que je vais faire. Oui. En tout cas, je travaille pour... Tu connais ton sol, tu connais ton terroir. Je connais mon sol, je sais comment il faut que je travaille mes vignes, je sais comment il faut que je vinifie, et je connais ma direction, je sais que ça va arriver là. Mais là, je partais vraiment dans l'inconnu. Ça va, je n'en ai pas fait une grosse quantité. Ouais. Mais en tout cas, c'était... Voilà, je prenais pas trop de risques, mais c'est pas quelque chose que j'aurais fait sur toute la surface, on est d'accord. Mais tout à l'heure, justement, on parlait par rapport à cette créativité dont tu parlais, puisque tu m'expliquais finalement qu'il fallait aussi s'adapter au changement de mœurs, et que en fait, les gens avaient évolué. On parlait des années 80, etc. Oui. etc. Comment tu envisages, comment tu regardes toi ton évolution, comment tu expérimentes justement, c'est quoi ton regard par rapport à ta vigne actuellement ? Eh ben, moi le premier, mon goût, il ressemble pas à mon grand-père, il ressemble pas à celui de mon père non plus, et mon grand-père avait tendance à faire un vin, enfin tous les vignerons de l'époque, je pense. Le vin, c'est un produit d'hommes, fait par les hommes, pour les hommes. Donc, je veux dire, l'acidité, l'astringence, ça passe, quoi. Aujourd'hui, les temps changent, les gens changent. Les femmes se sont mis au vin, beaucoup dans les années 80, progressivement, dans les années 90 un peu plus. D'ailleurs, des concours sont organisés exclusivement par des femmes, comme les Féminalistes, par exemple, qui est un concours qui est vachement réputé mondialement. Parce que les femmes, une fois dans le vin, on s'est rendu compte aussi, beaucoup de femmes sont devenues chefs d'entreprise aussi dans les exploitations. C'est elles qui font le vin. Elles ont une sensibilité bien plus fine que les hommes.
je trouve. Elles ont un nez, quelque chose. Elles sont pas perturbées, moins perturbées, j'ai envie de dire. Et puis elles vont rechercher quelque chose qui est différent de l'homme. Nous, on va chercher quelque chose comme le caractère, et les femmes vont chercher la souplesse. Et moi, je me dis qu'il y a un petit peu des deux à prendre, mais en insistant un peu plus sur la souplesse. Parce que si le vin va plaire aux femmes, il va plaire aux hommes aussi. c'est sûr. Ouais. Mais sans dénaturer le terroir. Sans dénaturer nos manières de travailler, sans dénaturer le terroir, parce que c'est ça qu'il faut garder, cette authenticité. Mais le velours va pas enlever l'authenticité. Il va juste le porter. C'est le bateau, le velours. C'est le bateau où tu vas mettre les... Franchement, c'est... C'est le carénage. Ah, c'est le carénage, exactement. C'est juste ça, c'est ce qui... Mais le caractère, il est là. Il est juste calmé. Et il vient pas comme ça agressivement. Et aujourd'hui, le palais des gens qui a évolué, ils ne veulent plus être agressés. Sinon, il faut garder le vin alors. Il faudrait le garder 3, 4 ans, mais après, il faut avoir une cave. Et puis, 9 clients sur 10 n'ont pas de cave, n'ont pas la possibilité de garder, n'ont pas la possibilité... Il faut quand même, pour pouvoir garder du vin comme ça se faisait dans le temps, il faut déjà, 1, être connaisseur de vin, 2, il faut avoir des sous, et une cave. Il faut réunir quand même 3 choses qui sont de moins en moins, je trouve, c'est ce qu'on voit de moins en moins autour de nous aujourd'hui. Une appellation comme Coulanges, c'est une appellation finalement que les gens ne connaissent pas encore très bien. Non. On voit aujourd'hui dans l'évolution de la Bourgogne, et notamment aussi par les réchauffements climatiques. Moi, je suis toujours surpris en goûtant tes cuvées de voir à quel point tu obtiens une concentration assez bluffante. Et d'ailleurs, je suis persuadé que si on le faisait à l'aveugle, il est peu probable que beaucoup de gens en fait, devinent quel type de terroir nous avons. Comment tu vois, toi, par rapport au réchauffement climatique, cette évolution ? Est-ce qu'on pourrait considérer qu'en ce moment, tu es plutôt dans la belle phase de cette évolution, puisque tu es dans on va dire, dans le curseur où finalement le climat te profite. Mais l'avenir sera peut-être différent si ce réchauffement continue, puisque le pinot est sensible à la coulure, est sensible à différents symptômes qui peuvent se provoquer par le biais du soleil. Comment tu vois l'avenir par rapport à ça, toi ? Comme tu dis, le pinot, il se comporte bien dans une certaine latitude en fait. Trop en haut, c'est pas bon, il fait trop froid, donc il va faire des vins absolument affreux, il va faire des vins très acides, c'est pas bon. Et trop au sud, c'est pas bon parce que le pinot, il est très fragile, il a une peau très fine. Donc dès qu'il y a un peu trop de soleil, clac, il grille. Donc le pinot, il a sa latitude, et effectivement, on dirait que la latitude au niveau climatique, il est en train de remonter. Donc, nous, on est dans la bonne phase, puisqu'on est en train d'être la Côte d'Or, si on veut. C'est ça. On est la Côte d'Or il y a 20 ans, en fait. Nous, c'est nous qui vendangeons début septembre. Avant, c'était la Côte d'Or qui vendangeait début septembre, et nous, on vendangeait début octobre. Maintenant, nous voilà vendanger, début septembre, voire l'année dernière, on a vendangé au mois d'août. Donc pratiquement en même temps que la Côte d'Or maintenant. Sauf que la Côte d'Or arrive avec des raisins vraiment en surmaturité. Ils ont des problèmes de grillure aussi, parce que les raisins maturent en plein mois d'août, donc ça veut dire des journées très longues avec du soleil, ça veut dire des raisins qui grillent, donc ça veut dire des récoltes beaucoup plus faibles. Nous, on arrive encore à avoir de la récolte, j'ai envie de dire, alors c'est pas non plus ouf, mais on a quand même un peu de récolte, mais en termes de qualité, ça y est, c'est dingue, nos vignes ont vieilli, et le pinot noir, ça y est, il se comporte, enfin il se plaît bien là pour faire des bons vins. Mais à l'avenir, je me rends compte qu'il y a quand même un souci, ce sont les maladies, parce que les accumulations d'années de sécheresse, ça fait des vignes qui sont beaucoup plus fragiles, qui se défendent beaucoup moins bien contre les maladies, dont l'ESCA, qu'on a parlé tout à l'heure. Et, chez nous, ça représente entre 3 et 5% par an qu'on doit arracher. Mais je vois dans certains vignobles, on peut monter jusqu'à 20%. Et ça, c'est ce qui risque de nous tomber dessus. Alors nous, avec le BIVB et puis la Chambre de l'agriculture, on fait des réunions avec les professionnels et on essaye d'imaginer un avenir pour nous. Mais c'est compliqué d'imaginer un avenir sur des cultures pérennes. Quand tu te mets à planter une vigne, tu sais que tu es parti pour 50 ans. Donc si tu plantes une vigne cette année, et parce que ça coûte de l'argent de planter une vigne,
Si tu t'investis cette année et puis qu'au bout de 10 ans, tu sais qu'il faut l'arracher, c'est plus rentable. Il n'y a plus de rentabilité. Donc, c'est chaud, on ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce qu'il faut changer de cépage directement ? À ce moment-là, on n'est plus des Bourgognes, puisque l'appellation Bourgogne, c'est Pinot Noir. Donc, si on veut rester avec le Pinot Noir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Des vignes hautes ? Des vignes plus larges ? Mais ça va durer combien de temps ? Si le réchauffement climatique va plus vite que notre capacité à réagir, on n'y arrivera pas. Moi, personnellement... si soit on croit au cycle et qu'on a passé notre période chaude et on revient sur des climats plus modérés et à ce moment-là nos problèmes, mais si ça continue comme ça, alors là il va falloir aller planter des vignes en Angleterre. Hein. Ouais. Et la Bourgogne, il n'y aura plus de Bourgogne. Ouais. Ça, ou alors on change de cépage, d'encépagement, on change de système de production. On change de vin. On change de vin. On change de vin. Après... Si on veut rentrer dans le détail, il y en a qui ont plein d'idées. Remettre des arbres au milieu des vignes. Alors après, je sais pas comment tu passes pour travailler, mais bon, remettre pour créer de l'ombre, pour créer de... J'ai vu qu'il y en a qui imaginaient ça, c'est-à-dire être d'accord d'arracher, par exemple, une ou deux perchées en plein milieu d'un vignoble, et puis hop, mettre des arbres. Chez nous, ce qui est bien, c'est qu'on a encore une variété bois, cerisier, parce que je suis quand même producteur de cerises, donc moi au milieu de mes vignes j'ai des cerisiers par exemple. Je ne vais pas les arracher puisque je les cultive, mais si j'aurais été juste producteur de vin, il y a longtemps que je les aurais arrachés. Mais finalement c'est là où ça m'intéresse aussi de discuter, c'est que le fait que tu aies justement au départ une exploitation de cerisier sur tes parcelles font que, on en parlait tout à l'heure, tu as une vie organique encore très riche dans ton sol. C'est ça. Ça te protège aussi probablement, en tout cas pour le moment, d'une réaction de carence par exemple. Surtout, de carence que pourrait déclarer la vigne, et en tout cas une réactivité que peut avoir la vigne pour se défendre éventuellement par rapport à des choses. Et est-ce que justement l'arboriculture dont tu parlais, justement le mixage que tu pourrais faire entre la vigne et la sylviculture ne mériterait pas d'être remis un peu en avant si tu sens que le climat est vraiment trop tapant et trop chaud Mais j'y pense. Je pense que ça serait ça. Même si moi j'arrive à 50 ans, je veux dire, si je lance un projet, c'est pas moi qui en profiterai. De toute façon, ça sera les générations d'après, parce que c'est des projets où tu verras les résultats qu'au bout de 10 ans, 15 ans. Ouais. Tu vas pas les voir les premières années, parce que le temps que l'arbre il pousse, il lui faut au moins 7-8 ans pour qu'il ait une certaine envergure et qu'il fasse son travail. Mais je pense que c'est ça. Et imaginez, on fait ça et puis c'était pas bon. Imaginez, le temps rechange, finalement c'était un cycle et on repasse sur du froid. Alors là c'est tout le contraire. Là il faut plus des vignes hautes, il faut que le soleil puisse rentrer dans les vignes. C'est pour ça qu'ici on a une certaine hauteur, parce qu'en fait tout le vignoble il est calé par rapport au climat qu'on avait fin des années 70, c'est-à-dire un climat où on vendangeait au mois d'octobre et puis que les raisins avaient du mal à mûrir. Donc il fallait absolument que les vignes soient basses, que le soleil puisse bien faire mûrir, le soleil du matin et le soleil du soir, qui fasse bien mûrir les raisins. Mais c'était compliqué là, dans le temps de faire des vins, j'ai envie de dire équilibrés, hein, parce qu'on avait manqué de soleil, la maturité était trop tardive. Mon grand-père il m'a raconté qu'il vendangeait des fois sous la neige. Alors, comment tu veux que ça mûrisse? Ça devait être raide. Hein. Oui. Cet ensemble de changements, est-ce que tu le crains ou tu vois plutôt l'occasion d'innover ou justement de découvrir de nouveaux vins Personnellement, je vais être honnête, hein, je sais pas. Je suis comme tout le monde en fait. On sait pas trop. Il y a tout qui vient en fait. Et la réponse, je suis pas, je suis pas devin, je vois pas l'avenir. Je peux que juste extrapoler si on veut. Et je me dis que c'est compliqué aujourd'hui parce que je me répète, mais ce sont des cultures pérennes sur lesquelles tu vas investir sur plusieurs années. Je veux dire, si j'ai une idée aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle soit la bonne dans 10 ans. Je peux avoir une idée, et puis une idée, ça coûte de l'argent, une idée. C'est-à-dire ça veut dire, si je fais de la vigne haute, ça veut dire après il me faut du matériel juste pour travailler des vignes hautes. Donc ça veut dire que je serai dans une période un peu bâtarde pour mon entreprise, où j'aurai à la fois des vignes traditionnelles, et puis des vignes hautes, ça veut dire du matériel pour l'un, du matériel pour l'autre.
Ça veut dire un coût de production qui va augmenter. Il faut être prêt à tout ça. Il faut être prêt à tout ça. Alors peut-être que ça peut aussi se réfléchir en groupe. Je ne suis pas obligé tout seul, moi, de faire mes vignes hautes avec juste mon petit tracteur, travailler mes vignes hautes. On peut peut-être prendre un tracteur à plusieurs vignerons. En Champagne, ils parlent de vignes larges, par exemple. Vignes larges, voilà, tout à fait. Haute et large, absolument. Et ça serait peut-être ça la sortie, c'est-à-dire se fédérer, nous, les vignerons, et puis avoir une idée commune, y croire. Il faut y croire. Donc des fois, si tu n'y crois pas, si l'autre n'y croit pas, il faut le convaincre. Si toi, tu y crois. Ouais, c'est que ça, c'est convaincre. Et puis après, une fois que tu es un collectif, et ben là, ça devient peut-être intéressant parce que ça va, au niveau économique, ça va pas trop t'impacter. Et puis, ben toi, tu restes dans le domaine de l'essai, si tu veux, comme tout le monde. Et ben non, et que si j'étais tout seul, ben ça me coûterait beaucoup trop cher. Je serais obligé d'en passer une certaine quantité, si tu veux, une certaine surface, pour que ça vaille le coup. Pour que ça rentabilise le matériel que je vais utiliser, qui va travailler dessus. Voilà. Mais sinon, je suis un peu perdu. Hein. Je dis franchement, comme tous mes collègues, on ne sait pas trop. Même les professionnels qui tournent autour de nous, la Chambre de l'agriculture, ils nous proposent plusieurs solutions, A, B, C, D, et puis voilà. Mais justement, Steve, là, on n'en a pas trop parlé, mais toi, justement, c'est ta méthode je dirais, comment tu élèves ta vigne, comment tu la coupes, qu'est-ce que tu pratiques. Ça, c'est ma première question. Et j'en ai une deuxième. On parlait tout à l'heure que ton repère, c'était le pH par rapport à ta date de récolte. Mais est-ce que tu as aussi un repère gustatif quand tu goûtes ton raisin et oui. Quel est ce goût Je sais qu'à Nuit-Saint-Georges, pour en avoir discuté avec un vigneron, lui m'avait dit quand le pinot commence à prendre une note un peu réglisse, c'est que c'est le moment où je dois le ramasser. Alors, est-ce que toi, tu as ce type de petits détails? Alors, pas réglisse. Ouais, on n'a pas ces notes-là quand on goûte, mais par contre, si la griotte, mais la griotte très 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 prononcée, c'est-à-dire que comme si elle était comment dire, un bonbon en fait. En fait, il faut goûter, tu as l'impression que tu goûtes un bonbon. Pourquoi un bonbon? Parce qu'on a un petit peu d'acidité, et puis on a un bonbon à la cerise en fait. Et la deuxième chose qui est de visu, après c'est visuellement que je vais regarder, il faut que ma peau se détache bien et que la pulpe se détache bien de mon pépin. Ça, c'est un signe de maturité. Le deuxième signe de maturité, c'est une fois que vous prenez la peau et que vous l'écrasez d'entre vos doigts, il faut voir que ça sort tout violet. Si ça sort violet, c'est un signe de maturité aussi. Et le troisième signe de maturité, c'est le pépin. Il faut au moins qu'il soit à 3/4 marron. S'il est à la moitié vert, c'est pas bon pour la maturité. C'est un signe de maturité, mais qui n'est pas bon. Ouais. Il faut et puis au niveau gustatif, quand on croque uniquement les pépins, il faut que ça tire quand même sur la noisette. Faut pas que ça vienne vous titiller comme ça à l'arrière de langue ou sous la langue, l'amertume. Faut pas que ça vienne vous titiller là. Si ça vous titille, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça va vous titiller dans le vin. Obligé. C'est obligé. Parce que c'est des centaines ou des milliers de milliards de pépins que vous allez mettre dans votre cuve. Donc ce petit goût là, il va être plein dans la cuve. Il faut l'imaginer. Hein. Donc moi, voilà, c'est ça qui me fait partir en vendange. Et puis, des fois, on n'a pas une maturité homogène sur tout le C. Vous allez avoir ces raisins-là au top. Quand on les a goûtés, super, mais surtout le C, vous en avez peut-être que, j'ai envie de dire que, allez, les 3/4 qui sont comme ça, mais il y en a un quart qui n'est pas comme ça. C'est pour ça que là, je passe avec mon équipe de vendangeurs en journée et je fais tomber. Et bien sûr, pour revenir au pH, oui, je fais quand même des analyses de mes jus et j'ai besoin d'avoir un pH à 3,3 pour aller vendanger. Si je suis en dessous, l'acidité va se ressentir ensuite dans mes vins. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, je comprends, mais alors à ce moment-là, il faudrait que je garde les vins avant de commencer à vous les vendre. Voilà, s'il y a un petit peu d'acidité, je fais... Et ça m'arrive des fois, j'ai des cuvées que je ne peux pas faire autrement, j'ai quand même l'acidité qui est à 3,1, 3,2 sur certaines cuvées. Et celle-ci, je les travaille autrement. Soit c'est une cuvée que je vais laisser vieillir, c'est celle que je vends en dernier par exemple, mais que je vais mettre en premier en vente dans mes traditionnels qu'on a goûté tout à l'heure. Les premiers que je mets en vente, c'est ceux qui ont le moins d'acidité.
qui vont partir tout de suite. Et ceux qui ont eu un peu plus de caractère, un peu comme on a goûté tout à l'heure, il y avait un petit peu de peps. Vous auriez goûté les mêmes l'année dernière, enfin au mois de mars, quand je les mets en bouteille. Ah, ils n'étaient pas comme ça. Ils étaient très fruités, très... on va dire, ça bojole un petit peu, quoi. Ah, mais c'est bien parce que là, globalement aussi, faut aussi se dire que le vin, c'est une matière vivante, donc elle évolue en permanence. Et on voit bien que là, on a goûté des choses qui sont très ouvertes, très, très, très belles. Et même dans les fûts, quand on a goûté, on a d'ores et déjà des vins qui s'expriment. Et ça peut se refermer pendant un temps pour se rouvrir ensuite. C'est d'ailleurs l'expérience que tu as eue. Oui. Donc j'ai aussi envie de savoir, pour toi, est-ce que tu as un vin qui est un peu ton vin référent, pas forcément un coulange d'ailleurs, mais peut-être le vin que tu rêves de faire, ou en tout cas... Ah, sympa la question. Ah mais oui. Moi, un jour, je suis tombé sur un vin qui m'a ébloui en fait. C'était un Corton-Bressand. Et je suis tombé amoureux de ce vin-là. Et en fait, c'est vrai que j'ai un petit truc en tête. Si un jour j'arrive à faire quelque chose comme ça, ça serait une folie, quoi. Mais bon, je sais très bien que mon terroir, il ressemble pas à Corton-Bressand. Mais c'était juste que, voilà, si un jour je pouvais magnifier mon sol comme Corton-Bressand l'a fait, ça serait... C'est pour ça que quand on me demande c'est quoi votre meilleur vin, je dis c'est le prochain. C'est jamais celui que j'ai fait. Parce qu'en fait, une fois que je l'ai fait, je pense déjà à celui que je vais faire. Je suis déjà projeté dans le prochain parce que je me satisfais jamais. C'est jamais assez bon. Parce que j'ai encore pas atteint Corton-Bressand en fait. Ouais, c'est ça. Tant que j'ai pas touché ça, pour moi, j'y suis pas. Ah, Ouais. c'est le mythe pour moi. Je suis tombé à la renverse quand j'ai goûté ce vin-là. C'était quel millésime, tu te souviens? C'était un 96. 96. Donc, quand je l'ai goûté, c'était dans les années 2000, dans le début des années 2000, c'était en 2002, 2003. Mon Dieu, je dis, qu'est-ce que c'est que ce vin-là, quoi. Je suis tombé et j'ai dit voilà, c'est un genre de vin comme ça que je voudrais faire. Et j'ai eu la chance que mon cousin, donc pas ce cousin-là, j'en ai un autre, il a travaillé 10 ans dans ce domaine après, Corton-Bressand. Okay. Et il était chef de culture là-bas. Et là, il est revenu dans le coin. Voilà un autre cousin à qui j'aimerais bien recéder une part de mon vignoble, sans problème. Parce que lui, il a les connaissances Corton-Bressand. Et du coup, je pouvais en avoir... Bon, alors, pas à petit prix, ils font pas de prix. Non. Mais je pouvais en avoir, déjà, c'est sympa. Tu te souviens du nom du domaine? Oui, c'est quoi, là, il est en train de... justement... Le Comte Sénard, Chevalier? Non. Maillard? Non. Sur Boissonde que tu peux avoir. Tu peux avoir Follin d'Orbelet, peut-être? Non, toujours pas. C'est dommage que là, je l'ai pas en tête. Non, c'est pas grave. Je l'ai pas en tête. Mon cousin a travaillé longtemps, 10 ans chez lui. Il était en biodynamie. Il a travaillé avec les moutons. Chandon de Briaille? Comment tu dis? Chandon de Briaille? Ça me dit quelque chose, ça, c'est ça. Oui, qui ont leur chai est à Savigny, mais ils ont des parcelles à Courson. C'est là, c'est ça. Ouais, exactement. D'accord. C'est ça. D'accord. Et avec les moutons. Ouais. Il travaille avec les... c'est en bio, En biodynamie, ouais. En biodynamie. Bon, voilà. Là, j'y suis. Et pour autant, tu te dis insatisfait, mais il y a quand même des choses où tu sais que tu as accompli quelque chose. Oh, si on se dit ça, je perds le feu. Je te jure, c'est vrai. Si tu dis, ça y est, je sais, en fait, si tu sais. Et puis, après, du coup, tu suis la recette et puis... Oui, tu t'arrêtes. Ça y est, c'est fini. Moi, j'ai perdu le feu, je fais autre chose. Je te jure, c'est vrai, je vais faire autre chose. Il faut que je sais, je fais autre chose. Mais je ne saurai jamais. Pas forcément accomplissement d'un vin, mais d'une méthode, d'une pratique ou... Je pense que je suis sur le bon chemin, en tout cas. Pour le climat, par rapport à la conjoncture, j'ai envie de dire par rapport au climat qu'on a aujourd'hui, par rapport aux gens qui goûtent les vins aujourd'hui, je pense que je suis sur la bonne voie. Je suis bien en cohérence avec mon temps. Pour moi, oui. Mais ça demande à être peaufiné. Entre nous, je trouve, personnellement, le velours, c'est bien. Mais trop de velours, c'est pas bien non plus. Oui, faut trouver l'équilibre. Ouais, faut trouver quand même l'équilibre. Et parfois, en voulant trop jouer là-dessus, je me trouve avec des vins un peu trop, je trouve, velours. Voilà. Alors, ça plaît. Il n'y a pas de souci, ça plaît. Et pour moi, il va falloir que je retrouve l'équilibre et aller rechercher un petit peu les tanins, même un petit peu durs.
Maintenant, ça me gênerait plus d'aller les rechercher. Le velours, stop. J'en ai assez. Faut pas que j'en fasse plus. Sinon, ça va être too much. Et puis après, j'ai peur de dénaturer complètement le terroir. Donc, il faut que j'y amène une touche un peu plus épicée, j'ai envie de dire. Par exemple, là, dans le petit pierre là, qu'on a goûté tout à l'heure, il me manque. C'est trop velours. Pour moi, j'ai trouvé ça tout à l'heure, mais quand je fais goûter aux clients, ils adorent, il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas satisfait complet. Ça me manque un petit peu de mordant. Je pense que j'aurais peut-être dû, en vinification par exemple, j'aurais peut-être dû insister sur les pigeages là pour le coup. À vouloir de moins en moins piger, après, que extraire par la température, ça suffit pas en fait. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, extraire la matière que par la température, ça suffit pas. Il faut aussi un peu œuvrer, faut piger, faut extraire aussi de manière un petit peu mécanique. Et je pense que voilà, c'est peut-être le loupé que j'aurais, enfin si c'en est un, que sur le 2023. Voilà. Donc je pense que je vais un peu plus forcer peut-être cette année sur les pigeages. Voilà. Pour extraire un peu plus d'épices. Moi, ça fait une dizaine d'années que je connais ton domaine, puisqu'on a dû commencer à travailler ensemble sur les 2009 ou 2010. Ah oui, des belles années. Et c'était même les petits pierres 2008, je crois. Ah ouais. Qui étaient tendus. Très tendus. Qui était d'ailleurs un millésime très sympathique. Est-ce que toi, tu as gardé des millésimes un peu anciens comme ça, pour voir un peu comment ça bougeait? Alors, moi personnellement, non, parce que j'ai un pavillon et j'ai pas une super cave. Donc moi, je n'en garde pas. Mais ma sœur, elle a une cave de malade. Elle fait 13 degrés toute l'année. Alors là, il n'y a pas longtemps, on a bu un 2003 que j'avais fait. C'était donc dans mes premiers vins que j'avais fait. Et puis, c'était en même temps la naissance de ma nièce. L'année de la canicule. L'année de la canicule. Donc voilà, moi, je commence réellement à faire mon premier vin l'année de la canicule. Et dès cette année-là, vendange de nuit. J'avais déjà pigé qu'il fallait vendanger la nuit, là, pour le coup, parce que sinon, j'ai dit... Et puis on avait des nez c'était des vins cuits un peu. Hein, T'avais ramassé fin août, vers le 28, un truc comme ça. C'est ça. Fin août, on a ramassé de nuit pour éviter la chaleur. Et puis on avait des vins hyper concentrés. Et la cuvée Chanvant, là, je l'avais mise à part, effectivement. Et puis uniquement dans les fûts neufs. J'avais fait que 100% fûts neufs pour cette année-là. Et ça, j'ai fait des magnums. On en a bu il y a 2 jours. Là. On s'est régalé. Régalé. J'aurais pas pensé que ça puisse vieillir autant de temps. 2003. C'est extra. 21 ans, là, on a goûté ça. Et ça tient. Ah bah oui. Ah, ça tient. Parce que j'avais les tanins nécessaires. Mais moi, j'y croyais pas. Parce que j'avais pas d'acidité. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. T'as un vin qui est musclé, mais qui n'a pas de squelette. C'est un cheval de course qui a les os fragiles, en fait. Donc, à tout moment, ça peut casser. Il va vite vieillir. C'est ça qu'on se dit, en fait. Il a du muscle, mais pas trop de résistance. C'est ça que je me disais. Eh ben, dans une bonne cave, dans des fûts neufs, et en fait, les tanins et le frais de la cave, en fait, on fait que le vin l'a pu vieillir, il a pu se tenir. Mais on ouvre ça, on s'est régalé. Donc là, le plus vieux que j'ai fait, moi, c'est 2003. Et sinon, on a des vieux vins de mon grand-père, 85. Le plus vieux que j'ai, c'est mon année de naissance, 76. Voilà, encore l'année solaire. Encore une année solaire. Comme quoi, finalement, tu as des cycles solaires. J'ai des cycles solaires. Mais c'est pour ça que je crois aussi je crois plus au cycle qu'au réchauffement climatique. Non, mais c'est ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure. C'est marrant parce que... Je veux y croire. Non, mais c'est exactement ça. C'est assez marrant parce qu'en fait, on voit qu'entre ton année de naissance 76 et l'année de ta vinif 2003, en fait, c'est 2 millésimes relativement proches d'une certaine manière. Oui. Et tout à l'heure, quand tu parlais du temps, tu parlais de cycle par rapport au fait qu'on peut avoir un retour au froid. Oui. Donc, toi, tu fais, en tout cas, dans ton idée, il y a une idée de cercle, il y a une idée de mouvement comme ça, ou un retour qui revient. Ça revient. Tout est comme ça, non ? On a l'impression. Peut-être. Les planètes, ils sont comme ça. C'est vrai. On est pareil, on est comme ça. Et même le tout petit, il est comme ça. Un atome, c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour. Bien sûr. Nous, c'est un peu ça. Il y a une entreprise, un chef et des gens qui tournent autour. On est que ça. On est le plus petit ou le plus grand en moyen. C'est ce truc de centre et puis de choses qui tournent autour. À la fois, je peux être le centre et à la fois, je peux être l'électron. Ça dépend où je suis. Voilà. Ça dépend où je suis.
Là, c'est vrai que là, c'est moi le centre et c'est vous les électrons, mais voilà, et pour que tout tourne bien, il faut que les électrons, soient pas excités, soient pas en envie de partir, sinon après je vais devenir un ion, après je vais être instable. Voilà. Et si on cherche la stabilité, il va falloir que j'aille trouver une autre personne qui aille bien dans mon petit groupe. Ouais. Et ben c'est pareil, je pense que c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur du vin aussi, j'y crois beaucoup. Je suis persuadé que la fréquence, les ondes agissent sur le vin. Ça c'est même pas percé, j'en suis convaincu. Ah, c'est marrant parce que je sais pas si tu avais déjà écouté Nicolas Joly sur le sujet, mais il a c'est un grand vigneron, ouais, de les Saviniers, ouais. coulé de la coulée de Séran. Mmh. Et il a une théorie sur l'énergie cinétique du vin. Oui, mais oui. Et donc avec les ondes, et il explique qu'en fait que le vin s'exprime sur toutes les formes rondes. Ouais. La voûte de la cave, Oui. la voûte du fût, Oui. la voûte du fer, Ouais. du verre, pardon. De la bouteille. La voûte de la cuve, de tout en fait. Ouais. Il y a toujours une forme ronde qui Exactement. semble... Et les rapports magiques. Ouais. Et les rapports magiques importants. Le rapport magique, comme on peut voir dans une pyramide ou dans des... et le rapport magique est hyper important en vinification. C'est-à-dire que la surface de contact, quand tu as ton marc, la surface de contact marc-jus, par rapport à ta profondeur, elle doit faire un 618. Ça, j'y tiens absolument. Le nombre d'or. Il faut que ça fasse un 618, 0033, 988. Je connais. Tu le connais par cœur. Jusque-là, déjà, c'est pas déjà mal. pas mal. Mais en tout cas, il est très important. Parce qu'en fait, c'est ridicule, mais c'est pas ridicule, mais de visu, on trouve que c'est joli. On trouve que c'est harmonieux. Et en fait, on va faire un truc qui harmonieux. Donc, si c'est harmonieux visuellement, alors ça va bien se passer. La vinif, elle va se passer comme tu as envie, comme tu l'as choisi. Il y a un rapport que je fais vraiment attention au niveau de mes cuves. D'ailleurs, je sais qu'il faut que je remplisse à 72 hectos. Exactement. Pas 73, pas 74, pas 70. 72, top. Parce que une fois qu'il va vinifier, il va monter à ce moment-là à 90. Et 90, la surface en mètres carrés sera proportionnée. Ouais, divisé par la profondeur, je suis à 1,618. Et ça, c'est très important, le nombre d'or. C'est-à-dire que je tiens en compte, ce sont des trucs qu'il n'y a que moi qui fais bien ça. Sûr, parce qu'on va dire, il est dingue. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien, j'ai l'impression que ça marche. Ça ouvre l'idée que toi, tu es le créateur de ton vin et que tu as tes croyances qui sont ce qu'elles sont. Voilà. Mais donc, il y a une forme esthétique dans la manière dont tu l'abordes. C'est ça, il faut que ça soit esthétique. Et c'est marrant, je vais chez des collègues, quand je vois des cuves, je les trouve pas belles. Mais je ne ferai pas du vin dedans. Si c'est pas joli, j'aime pas. Je vais pas faire du vin dans une cuve pas jolie. Parce que si elle est pas jolie, ça va pas faire du bon vin. Ouais. C'est incroyable. C'est comme ça, mais les fûts, c'est trop beau. Donc c'est forcément tu vas faire un bon vin parce que c'est joli. Et puis la deuxième chose, c'est la musique. La musique. Avant que vous arriviez, je mets tout le temps de la musique. Tout le temps de la musique pour que les vins ils aient comme ça. Alors peu importe la musique, mais je vais avoir tendance à mettre des sons assez calmes, réguliers. Voilà, où est-ce qu'on a un beat assez régulier, où ça dun, 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 dun. I remember when I lost. Tu vois, c'est des trucs comme ça qu'il faut que comme si j'avais comme ça une régularité. Et en fait, quand tu mets ta main sur la cuve, ça te fait bam, bam, bam. Tu as une résonance qui revient sur tes mains. L'eau. Oui, l'eau. On est de l'eau, de toute manière. On est de l'eau. Nous aussi, on réagit. Le vin, il réagit. Et si on pouvait regarder au microscope, en fait, les formes d'eau, elles seraient harmonieuses. Si y a du stress, si on crée... c'est interdit de pas rigoler ici. Si j'ai un ouvrier qui fait la tronche, il dégage et je ne veux pas qu'il rigole pas. Je ne veux pas de ça ici. Ici, c'est tranquille. Ici, on rigole, on se marre. Je veux que des bonnes énergies. Pareil dans les vignes. Quand je sens quelqu'un qui fait que de s'agacer, écoute, tu vas t'asseoir, tu vas te calmer. Mais moi, tu t'agaces pas sur ma vigne, tu dis pas putain de merde ou quoi qu'est-ce sur ma vigne. Tu vas tranquille parce que tout ça, ça réagit. Si tu n'y es pas bien, eh ben, ce sera pas bien. La vigne, elle est pas bien. Je peux pas travailler toutes mes vignes. Vous les travaillez pour moi, faites au moins comment je vous dis. Je veux que ça soit comme ça. Puis en plus, ils aiment mieux. Ils aiment mieux rigoler que faire la tronche. Qui t'a choisi Vous voulez faire une journée à faire la tronche ou choisir à rigoler moi, je vous dis, c'est obligé de rigoler, sinon tu dégages. C'est pas pareil. Sinon, tu sors. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Un ouvrier qui arrive avec la tronche, écoute, demi-tour, tu dégages. La tête comme ça, moi, j'en veux pas. Non, parce que les autres aussi, après, Oui, bien sûr.
Tu L'influence, te contamines les autres après avec ta mauvaise humeur. C'est la mauvaise levure. Ouais, c'est la mauvaise levure, exactement. Mais on y est tous des jours mauvaise levure, de toute façon. Mais on peut faire le choix à tout moment de dire bah non, aujourd'hui j'ai envie d'être sympa, j'ai envie d'être rigolo. Ben je suis rigolo, même si ça va pas. Ben au moins pour mon travail, au moins pour mon vin, il faut être calme ici. Je sors tous ceux qui font la tronche ici. Voilà. Et ben en tout cas, Steve, c'est un super moment qu'on passe avec toi. Oh, pareil. C'est génial de voir ton chai, de voir ton lieu, de voir aussi l'énergie que tu véhicules ici. Donc on continuera de boire tes vins, on trouvera tes vins chez nous au cave de la Côte d'Or et voilà, on reviendra te voir très bientôt. Je sais qu'on a parlé justement tu m'as parlé d'une fête avec des omelettes, des cèpes. Ça vous dirait je pense de participer? On viendra te voir, j'ai l'impression que Colline serait contente aussi. Ou aux truffes, j'ai des chiens truffiers, c'est trop bien. Oui, que nous, là, petit comité, on peut faire ça. Parce que bon, ça, je le propose pas. Sinon, t'imagines, toi, 20 personnes dans les bois et ramasser des truffes, toi, non, et puis, voilà, en jazz, ça reste réservé, ce petit truc-là. Si vous voulez, on va aux truffes, champignons, et puis après, on se fait l'omelette. On va se programmer. Truffes, champignons. Tiens, avec ça irait trop bien. On va se programmer ça. Merci à vous. Merci. Santé. À bientôt. Santé.